Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Lefort, éditrice indépendante et vous écoutez Les Voix de la Photo. Les Voix de la Photo, c'est le podcast qui donne la parole aux professionnels du milieu de la photo et de l'image pour nous dévoiler leur parcours, leur réussite, parfois leur revers et nous glisser quelques conseils en chemin. Aujourd'hui, je suis avec les deux cofondateurs de la maison d'édition One Star Press et Free Star Books, Mélanie Scarsiglia et Christophe Boutin. Bonjour. 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 Merci de m'accueillir dans votre atelier et votre espace de travail qui se trouve à Paris dans le 13e arrondissement. Sur votre site internet, on peut lire que One Star Press a réalisé plus de 300 livres, 300 multiples, comme par exemple des tirages, des posters, des étagères, des chaises et des films d'artistes de 2000 à 2019. Et qu'en 2007, vous avez créé tous les deux Free Star Books. Mélanie, tu as étudié l'histoire de l'art et l'histoire du cinéma à la Sorbonne. Et sur le site internet de votre maison d'édition, on peut lire que tu es plutôt du côté des ventes, production, diffusion et développement de la présentation en showroom. Christophe, tu as étudié à l'école Estienne aux arts décoratifs à Paris et tu as cofondé un groupe punk en 77. Et par la suite, tu as exposé ton travail d'artiste plasticien dans des galeries et dans des institutions comme la galerie Yvon Lambert et la galerie Giorgio Persano à Turin. Un élément qui est très important, c'est que tu indiques que l'ère numérique t'a inspiré à orienter ton travail vers le développement et la création de livres d'artistes en tant qu'œuvre d'art et à cofonder avec Mélanie vos deux maisons d'édition. Et vous travaillez aussi avec Maddalena Quarta, qui n'est pas là, mais je pense qu'il est aussi très importante dans votre production. Dans cet entretien, donc, je souhaiterais qu'on revienne sur la genèse de vos deux maisons d'édition. Et je pense que c'est important qu'on revienne sur quelques exemples, sur quelques projets, et puis décortiquer en quoi votre process de production est différent des autres maisons d'édition. Commencer, avant qu'on parle de vos maisons d'édition, que vous avez fondées tous les deux, je souhaiterais en savoir un peu plus sur votre parcours avant 2000, avant le début de votre maison. Est-ce qu'on pourrait revenir sur l'environnement dans lequel vous avez grandi, où est-ce que vous avez grandi et les études que vous avez fait? Alors, Mélanie, par exemple. Je suis née dans le 16e arrondissement, mais très vite, nous sommes partis dans la banlieue ouest, à Ville d'Avray, là où j'ai grandi et j'ai été au lycée international de Sèvres. Et ensuite, je suis allée à la fac pour étudier l'histoire de l'art et le cinéma. Christophe et moi sommes un couple. Je l'ai rencontré assez jeune et ensuite, très naturellement, les choses se sont faites quand il a eu l'idée de monter cette maison d'édition. Et dans ton environnement, est-ce qu'il y avait des éditeurs ou des personnes qui... Pas du tout. Des artistes? J'ai vraiment découvert le monde de l'art quand je suis arrivée à la fac et aux côtés de Christophe. Et tu savais en faisant ces études d'histoire de l'art, est-ce qu'il y avait déjà un peu une idée d'être du côté des artistes ou alors c'était pas si clair du tout? Non, pas du tout. C'était vraiment quelque chose que j'ai découvert sur le tard, encore une fois, aux côtés de Christophe. Christophe, où as-tu grandi ou quel était aussi l'environnement? Toujours vécu à Paris, né à Neuilly, vécu à Paris et à 15 ans, donc, je suis rentré à l'école Estienne, une école d'art graphique, hein, et comme il y en a assez peu, une des 4 écoles d'art appliqué à Paris qui existent encore. Et d'ailleurs, je dois dire qu'à cette époque-là, on rentrait à l'âge de 15 ans dans ces écoles-là, et c'était plutôt des fils d'imprimeurs, donc sur place. Donc évidemment, moi aussi, je venais du 16e arrondissement, donc j'étais pas du tout fils d'imprimeur, j'étais au contraire fils de deux personnes, fils d'émigrés, parce que ma mère est russe à 100%, et mon père est moitié anglais, moitié français. Donc on habitait là-bas. Mon père qui bossait dans la pub m'a dit, tu devrais éventuellement, pourquoi pas, si ça t'intéresse, j'ai des amis, comme ils étaient très ouverts, ils parlaient plusieurs langues, ils avaient vécu aux États-Unis, donc c'était pas des bourgeois classiques qui voulaient une éducation classique pour leur fils. Tout était possible. Donc l'école Estienne a été une opportunité assez incroyable de pouvoir voir toutes ces techniques d'imprimerie, évidemment que j'ai pu mettre à profit beaucoup plus tard dans ma carrière d'éditeur,
beaucoup plus tard. Ensuite, après ça, évidemment, la musique est arrivée, donc on parle de 77. C'est quelque chose. J'ai cofondé le groupe Edith Ninon à l'époque, et on a fait plusieurs albums avec Mylène Kaski qui était la chanteuse. Et ensuite après tu faisais quoi dans ce groupe? Ah ben j'étais le cofondateur du groupe, donc je composais la plupart des titres, et puis avec Mylène, je jouais de la guitare et de la basse pour ceux qui veulent savoir ça. Mais j'ai un fils qui fait de la musique maintenant, qui est très bien. Il faut le suivre. Il s'appelle Odilon. Donc j'en profite de ton podcast pour le signaler évidemment. Et un autre qui fait des films d'ailleurs aussi, et une fille qui va passer son bac cette année. Voilà, donc ça fait 3 enfants. Famille d'artistes. Une famille d'artistes. C'est vrai que quand on démarre jeune à faire de la musique, donc autour de 18 ans, après ça, on a des espoirs, on a des idées, on a des envies, et puis donc j'ai jamais arrêté de créer entre guillemets. Je dis régulièrement à mes amis. Je n'ai passé ma vie à vous inviter, à vous amuser, soit avec des concerts, soit avec des vernissages, donc dans les expositions que tu as indiquées plus tôt, où j'ai exposé pendant pas mal d'années, dans des galeries. Quelle forme d'art, du coup? Films, d'ailleurs, plusieurs de mes films sont collectionnés au Centre Pompidou. Donc des films, des installations, des peintures, des dessins, enfin toutes sortes de choses. Et j'ai fait ça pendant pas mal de temps quand même. Et ensuite, après ça, j'ai travaillé avec Florence Loewy, qui est libraire à Paris, qui est d'ailleurs la mère de mes 2 fils, Odilon et Théophile, et avec elle, j'ai pu véritablement développer aussi toute une activité pas d'éditeur, mais de self-éditeur, puisque One Star Press a démarré bien avant qu'on le démarre ici officiellement avec une compagnie officielle, puisque je le faisais en tant qu'artiste à ce moment-là. Donc 10 ans avec Florence, et puis donc tu connais la librairie peut-être qui est près du musée Picasso, qui est dédiée donc aux livres d'artistes. Donc ça c'était aussi une chose importante dans mon trajet, puisque là j'ai pu, je le savais que ça existait évidemment les livres d'artistes, mais là on a pu voir, toucher, puisque son père était libraire aussi depuis 1923, spécialisé dans les livres d'artistes, donc Alexandre Loewy. Donc ça, c'est important aussi dans notre... Et qu'est-ce qui t'a marqué à ce moment-là dans cette découverte entre Estienne, donc les arts graphiques, et puis ensuite mon activité d'artiste, la combinaison était faite, c'était gagné. Mais c'est véritablement avec Mélanie qu'on a commencé à publier des livres et à développer tout ça. Donc ça fait donc 25 ans qu'on fait ça maintenant ensemble. Quel était l'environnement à ce moment-là quand vous avez créé, comment s'est passé, le premier livre, revenir sur le premier livre de la collection One Star Press, en fait, était un livre d'artiste que Christophe faisait à l'occasion d'une de ses expositions, d'une de ses presque dernières expositions. Et il y a cette technologie qui arrivait des États-Unis dans les années 2000, qui était la pression à la demande, print on demand. Et il a testé cette technologie avec ce livre d'artiste qui s'appelle Self Defense, qui est le premier livre de la collection One Star Press, que Christophe a donc réalisé. Et petit à petit, il a déplacé son ego et a voulu travailler avec les artistes. Et on a démarré ensemble cette maison d'édition où il a en premier commencé à contacter ses amis artistes pour les faire participer au sein de cette aventure One Star Press qui a duré un peu plus presque 20 ans. Voilà, donc les amis, c'était Laurence Wiener, Paul Armangette, Jean Le Gac. Là, aujourd'hui, tu nous disais que tu voulais faire, c'est un podcast, ton podcast est dédié donc à la photographie. Ici, on n'est pas tellement intéressé par le médium en soi. Ce qui nous intéresse plutôt, c'est l'activité de l'artiste. Si l'artiste utilise la photographie, c'est très bien. S'il n'utilise pas la photographie, c'est très bien aussi. Il se trouve que beaucoup d'artistes contemporains utilisent la photographie, donc c'est une chance de pouvoir en parler aussi comme ça. Mais c'est par exemple, si un est un architecte ou un poète ou un autre autre chose, eh bien à ce moment-là, et qu'il utilise la photographie, tant mieux. Mais la photographie, c'est véritablement un outil important dans le travail des artistes, en tout cas de la fin du XXe siècle et du début du XXIe. Comment se passe cette collaboration avec les artistes? Est-ce que les artistes ils viennent avec des projets qui sont déjà aboutis? Est-ce que c'est vous qui les accompagnez aussi sur l'editing? Est-ce qu'on pourrait revenir sur... Alors, je ne sais pas si ça a
changer, mais en tout cas revenir sur le process qui est, j'imagine, différent aussi pour chaque livre, mais peut-être quand même des étapes. Ce que je pourrais dire là-dessus, c'est qu'à partir du moment où Christophe avait réalisé donc ce premier titre de la collection One Star Press, Self Defense, il avait déjà avancé un format, prédéfini un format. L'impression était en noir et blanc et il y avait un nombre de pages qu'avait défini l'imprimeur à l'époque quand l'impression à la demande et les machines arrivaient. Et donc on s'est dit on va prendre ce modèle-là pour inviter les artistes. C'était lequel de format? Donc 140 par 225 mm, 150 pages, un papier bouffant, une couverture pelliculée brillante, dans une carte une face. C'est vraiment techniquement, et un dos carré collé. C'est vraiment techniquement incroyablement simple, mais de là à pouvoir le faire en impression à la demande comme un vrai livre, puisque ça ressemble à des vrais livres et non pas des photocopies collées les unes à côté des autres, parce qu'évidemment, il y a eu, ça a été quand même un challenge, entre guillemets. On a changé plusieurs fois d'imprimeur. Maintenant, on a un imprimeur dans le sud qui est génial et qui s'appelle comment? ICN, qui est à Orthez, et je les recommande chaudement à tous nos auditeurs aujourd'hui. Et donc, avec ce format, ce qui nous a permis d'inviter les artistes de manière simple, hein, parce que comme il y avait un format, on leur demandait simplement de faire un geste au sein de la collection. Et c'était vraiment suite à des rencontres, ou alors on contacte des artistes qu'on connaissait, ou d'autres artistes recommandaient d'autres artistes. Donc voilà, il y a un espèce de réseau qui s'est fait au sein de la collection One Star Press de manière très naturelle. Et on a fait un petit peu des espèces de poches d'artistes dans tous les pays, ce qui nous a permis un peu de commencer à voyager pour aller les rencontrer. Heureusement, il y avait l'Internet à cette époque, ce qui nous a beaucoup aidé. Les artistes, ils venaient chercher quoi quand ils faisaient un livre avec vous? Qu'est-ce qui... Comme dans n'importe quelle maison d'édition, un contexte, pas simplement un ouvrage, mais aussi un contexte, une situation. Je dois dire que chaque maison d'édition a sa propre identité, comme on le sait. Chaque maison d'édition a une manière de voir les choses, et je pense que chez nous, ils ont trouvé quelque chose qui devait leur plaire, puisqu'ils nous ont tous suivis, et d'ailleurs nous ont suivis après ça, quand en 2007 nous avons démarré sur 3 Star Books avec des projets beaucoup plus ambitieux en termes de production, mais les gens en suivent. Et puis par exemple, je repense tout de suite à Laurence Wiener, un artiste de l'art conceptuel américain très important pour nous, et qui dès la première seconde nous a aidés. Il n'y a pas que lui, et beaucoup d'autres, mais il a compris que là il y avait une énergie qui était une énergie qui est positive pour le développement de ces idées, de ces projets. Donc il nous a suivis. Bon, une fois qu'on a travaillé avec des artistes de ce calibre, c'est assez simple, le reste suit. Et la diffusion, c'était vous qui gériez? Oui, la diffusion s'est faite pour la première fois à la foire du livre de Francfort en 2000 ou 2001, où on nous a demandé de venir participer dans le petit département de livres d'artistes qui se trouvait déjà là-bas, avec quelques éditeurs dans notre genre, anglais, allemand, suisse. Et c'est là-bas qu'on a vraiment commencé à diffuser nos premiers titres. Et après, ça se fait à mano. Je suis allée voir les librairies, les institutions. Je crois qu'en 2005 ou 2007 est arrivée la première foire de livres d'artistes aux États-Unis, à New York, ce qui a fait un énorme tremplin pour nous. Et là, nous partons dans 2 jours pour faire la 16e édition. Donc on n'avons pas raté une seule depuis la création de cette foire. Donc fondée par Printed Matter, on tient à le préciser, qui est cette librairie dédiée donc aux livres d'artistes. Donc évidemment, on était proche de ces gens-là depuis bien longtemps, donc c'était pas très compliqué. On les suit toujours, d'ailleurs on les aide régulièrement aussi dès qu'on peut le faire. Mais pour revenir au livre de One Star Press, c'était vraiment comme un espace d'exposition. C'est comme si on les invitait à faire quelque chose. L'Internet, évidemment, si on est artiste et qu'on a quelque chose d'important à raconter, c'est pas tellement le livre qui est le lieu le plus idéal. Je dirais que c'est plutôt sur l'Internet qu'on peut diffuser des messages ou proposer des projets. Des idées.
des idées. Mais donc le livre était une chose un peu, disons, un support qui paraît éternel entre guillemets par rapport à l'internet, qui peut sans arrêt disparaître, puisqu'évidemment les fichiers, si on ne paye pas son abonnement, ça disparaît. Mais donc le livre paraît plus stable peut-être. Donc ça, les artistes sont toujours sensibles à ce support-là aussi. Oui, il y en a certains qui sont aussi adeptes du médium livre et qui adorent cet exercice. Et il y en a d'autres, c'était un challenge et c'était leur premier exercice de fabriquer une idée qui prendra la forme d'un livre. Et les personnes, j'ai envie de dire collectionneurs, mais en tout cas les personnes qui vous ont fait confiance aussi pour acheter les livres, est-ce que c'était aussi la même famille, c'était aussi les artistes qui sont les premières personnes qui ont acheté ces livres? C'était les artistes ou il y a eu les artistes sont les premiers à diffuser leur travail. Donc ça nous a aussi beaucoup aidé, puisque on a publié plus de 300 artistes, donc ça fait un grand réseau. Mais oui, il y a des bibliophiles, des fans de livres d'artistes qui ont commencé à acheter. Puis ensuite, petit à petit, les institutions. Donc là, certaines institutions, beaucoup aux États-Unis, ont des départements de livres d'artistes. Des bibliothèques qui se trouvent dans les universités américaines ont des départements de livres d'artistes. Donc, ils ont des budgets pour acheter. Et plus on avançait, plus ces institutions ainsi que les bibliophiles étaient intéressés par acheter la collection complète de One Star Press. Tous les titres. On tient à indiquer aussi que donc, comme on a démarré sur Internet, comme Mélanie l'indiquait il y a 2 minutes, on a immédiatement, dès le premier titre, on a offert les PDF de nos livres en accès gratuit, téléchargeable à volonté. Donc ça, c'est important. C'était un geste, disons, entre guillemets, politique, c'est-à-dire qu'on voulait que les livres soient accessibles, le contenu des livres soit accessible, mais on le sait bien, un PDF, c'est pas un livre c'est un livre. Donc ça n'a jamais ralenti, entre guillemets, les ventes. Je dis pas qu'on fait des énormes ventes, puisque le tirage a été limité à 250 exemplaires. Je dis était, parce que nous ne publions plus de titres nouveaux depuis 2019, début 2020, mais donc après 20 ans d'activité. Mais donc, les PDF, par contre, on les a, pendant la pandémie, on a contacté le Metropolitan à New York, qui a une très belle collection de livres sous forme de PDF, et ils ont bondi sur l'occasion de récupérer l'intégralité de nos PDF qui sont disponibles sur leur plateforme et distribués à toutes les institutions qui les veulent. Donc tous les titres que nous avons publiés avec One Star Press sont disponibles en PDF, donc ad vitam aeternam sur le site du Metropolitan. Mais pas que. Après, pendant la pandémie, on l'a ouvert à toutes les institutions qui nous collectionnaient déjà. Donc la bibliothèque Kandinsky à Paris, après le M+ à Hong Kong. Enfin, il y a toutes sortes d'institutions à qui nous avons offert tous les PDF. C'est un geste qui est assez particulier. Je connais pas d'autres éditeurs qui offre c'est ce que je disais tout à l'heure, chaque éditeur a son identité et sa manière de faire. Pour nous ainsi que pour les artistes, c'était une opportunité de pouvoir diffuser le travail. Mais c'est aussi important que ce soit accessible pour tous. Et dans le milieu de l'art, nos livres One Star Press étaient vendus tous au même prix, à 35 €. Mais on voulait que ce soit accessible pour tous. Et même 35 € pour un étudiant, c'était parfois un peu cher. Et donc, le PDF pouvait déjà beaucoup aider dans les recherches. Sur votre site, on voit vraiment qu'il y a des multiples. Il y a des livres, bien sûr, il y a des livres d'art, des livres d'artistes, mais il y a aussi des posters, des tirages, et il y a aussi... on a fait ça dans la tradition. Voilà, est-ce qu'on pourrait en parler de ces autres objets qui gravitent oui, mais bon, ça c'est une chose très très classique, c'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle le tirage de tête d'un ouvrage. Donc ça, on l'a tout de suite adopté parce que c'était une chose simple de pouvoir rapporter un peu de cash c'était pour soutenir l'impression du livre, parce qu'on a vraiment démarré ça. Cette maison d'édition sans rien, on n'a pas eu d'argent du gouvernement, mais on avait un partenaire qui est toujours aujourd'hui un ami, Sébastien de Gannet, aussi artiste et collectionneur, qui nous a aidé à monter la structure One Star Press et qui nous a suivis, qui a été à nos côtés et qui a aussi
participé et a fait 2 livres d'artistes et d'autres éditions au sein de la collection One Star. On a fait des expositions avec lui en Autriche. Alors donc on a un réseau tout à fait international. Donc c'est-à-dire que quand on invitait un artiste à développer un projet au sein de la collection, ensuite lui devenait éditeur à son tour. Ça veut dire qu'il avait la possibilité de pouvoir inviter d'autres artistes pour faire d'autres projets au sein de notre collection. Évidemment, Miltos Manetas, qu'on appelle Andy Warhol grec, qui est un artiste qui est tout à fait extraordinaire. Lui, il a invité plus de 10 individus. Donc sur l'ensemble, on lui a dit écoute, non, maintenant on va arrêter un peu avec toi, on va changer de club. Et donc voilà, et chaque fois on découvre comme ça aussi des poches d'artistes qui ont pu nous amener ici et là, parce que vu la simplicité aussi du format, comme disait Mélanie tout à l'heure, le geste que l'on demandait aux artistes quand ils développaient un projet pour notre collection, et les conditions qui sont aussi en ligne et qu'on offrait à tous, à la vision de tous. C'est-à-dire que il y a même un artiste qui a publié sur la couverture de son livre notre contrat qu'on a fait avec lui. Je pense aussi à John Armleder qui nous a dit écoute, moi j'ai pas d'idée pour l'instant, mais vous allez prendre votre catalogue et vous allez le multiplier par 3, ça va devenir mon livre. Voilà, donc chaque fois c'était une expérience tout à fait originale, intéressante. Je pense à John Armleder qui est comme aussi Laurence Wiener, un artiste très important pour nous avoir aidés, qui lui avait démarré dans les années 60 Écart Publication à Genève, qui est aussi une maison d'édition dédiée à ce genre de publication, des livres d'artistes. Mais pour revenir aux éditions multiples que nous avons développées autour du livre, donc au départ, c'était vraiment dans l'idée de la tradition de l'édition de tête d'un livre d'artiste. Donc les tout premiers titres, on a demandé aux artistes de nous donner une photographie qu'on pouvait glisser dans le livre. Non, c'était une photographie qu'on pouvait glisser dans le livre. Et c'était peut-être les 5 ou les 10 premiers titres de la collection. Et ensuite, on s'est dit, bon, pourquoi est-ce qu'on ne verrait pas plus grand? Et donc là, puisque les ventes allaient, on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas produire des choses un peu plus grandes, ambitieuses. Et donc, on a proposé aux artistes de faire des collages, des photographies plus grandes. Il y avait des objets. Et puis, au fur et à mesure des années, il y a eu des étagères, oui, des c'est ça, chaises. parce que c'est vraiment une sorte d'univers. Là, c'est des espaces aussi, autant des espaces visuels des livres que des espaces c'est ça. Donc, One Star Press s'est transformé en une maison d'édition de livres d'artistes et de multiples. On a même fait une collection de DVD à un moment donné. Donc oui, on s'ouvrait la possibilité plus qu'on avait l'accès à ces artistes, on se disait qu'il fallait profiter de cette opportunité pour réaliser des œuvres à tirage plus grand et qu'on pouvait offrir aux jeunes collectionneurs, aux institutions, ce qui nous a offert pas mal de portes, puisqu'après il y a eu aussi des foires qui étaient dédiées aux multiples, donc on a été invités, etc. Donc ça, évidemment, ça nous a agrandi. Et ensuite est arrivé assez rapidement 2007. Oui. Et là, on a fondé donc Three Star Books. Il se trouve que Three Star Books est une extension directe de One Star Press. Je ne mets absolument pas, même si les moyens développés que nous mettons à disposition de la production de ces ouvrages sont infiniment supérieurs par rapport à ceux qui étaient dédiés à One Star Press. Ce sont les mêmes livres. C'est toujours un livre d'artiste, c'est toujours un projet qui prend la forme d'un livre. Là, soudain, c'était une conversation qui était beaucoup plus intense, qui était développée avec l'artiste, jusqu'à arriver à quelque chose qui soit quelque chose de particulier. L'idée, c'était à l'opposé de One Star, avec ces contraintes où nous avions défini pas par hasard, c'est l'imprimeur qui l'avait défini, un format. Là, on s'est dit qu'on voulait faire carte blanche avec les artistes que nous avons contactés pour Three Star Books. Mais comme dit Christophe, ça n'a rien à voir. C'est pas comme un geste, il y a une vraie conversation. Ça peut prendre, le projet peut prendre entre 1 à 10 ans pour être réalisé. Voilà, du moment. Pourquoi avoir changé? Enfin, pourquoi ne pas avoir gardé la même maison d'édition qui pourrait effectivement avoir, comme elle a ces multiples, ces objets, ce mobilier, avoir aussi
plusieurs catégories, entre guillemets, collection de livres. Parce que quand on a démarré Three Star Books, on s'est associé avec un imprimeur en Belgique, dont je vais taire le nom, avec lequel on a fait un premier projet avec MM Paris et Liam Gillick. On avait invité l'artiste anglais Liam Gillick et les graphistes français, directeurs artistiques MM. Et là, le projet est très, très, très ambitieux. Il nous fallait trouver des fonds pour pouvoir développer cette chose-là. Donc, on a fait cette nouvelle entité qui s'appelait Two Star Books, avec laquelle on a fait un livre. Il se trouve que très rapidement, cet imprimeur, au bout d'1 an, une fois que le premier livre fut sorti, est tombé en faillite. Donc, alors que c'était un type évidemment très, très intéressant, mais bon, voilà. Donc, on a fait une autre entité, on a stoppé donc cet ouvrage-là qui malheureusement a été publié et il y en a quelques exemplaires qui traînent à droite et à gauche, mais par contre on a fait Three Star Books ensuite. Voilà, et c'est parce qu'il y avait eu un autre partenaire chez Three Star Books avec qui nous avions développé le projet Three Star qui devait prendre. On voulait qu'il y ait une autre image, mais en fait, malgré nous. Les personnes derrière, c'était toujours Christophe et moi, donc voilà. Mais One Star Press nous a demandé beaucoup d'énergie et de travail, tout comme Three Star Books aujourd'hui, mais 300 artistes, c'est même si on ne les représente pas, c'était beaucoup d'administration dans la structure de One Star Press. Donc c'est pour ça aussi que il a fallu choisir en 2020 s'il fallait continuer les deux choses. L'accompagnement que vous faites avec, là on est vraiment sur la deuxième entité, c'est est-ce que les artistes viennent avec les maquettes ou est-ce que voilà, là on parle vraiment d'un projet long terme, mais alors à quel point c'est un dialogue, parce que je pense que chacun peut aussi avoir son idée, donc comment ça se passe en général? En général, pour motiver un artiste pour la réalisation d'un projet comme ceux de Three Star Books, soit on vient vers eux avec une idée technique qu'on aimerait développer, que ce soit la sérigraphie, les pochoirs, le format d'un tunnel book. Donc on vient vers eux, on leur dit on aimerait bien faire un livre sur le format d'un tunnel book. Est-ce que ça te voilà. Et là la conversation commence. Et donc nous souvent on fait des premiers tests ici avec Madalena et Christophe qui sont très dédiés à cette partie. Et donc, c'est une conversation aller-retour avec l'artiste par rapport aux idées qu'il aimerait développer, les dessins, les photos, les images, les collages. Et le projet se fait comme ça. Nous, on est là pour assister l'artiste techniquement sur ce qu'il aimerait voir développer son idée sous forme de livre. Mais le livre, chez nous, va prendre différents formats. Ça pourra devenir un livre classique relié à la main ou relié de manière différente, ou bien il deviendra une sculpture. Enfin, sculpture toujours, c'est du papier. Hein. C'est du papier, mais pas celui de Seth Price. Oui, c'est vrai. Ni celui de Tobias Rehberger. Ni celui de Sylvie Fleury. C'est-à-dire que là, quand tu es un artiste, il y a des artistes qui s'approchent de nous et qui disent j'ai ce projet-là, j'aimerais faire ce truc-là, comme par exemple Maurizio Cattelan, avec qui on travaille régulièrement depuis 2007 aussi. Il a dit j'ai une idée, j'aimerais faire ça, je sais ce que vous faites avec One Star Press, j'aimerais pouvoir développer quelque chose. On venait juste de démarrer Three Star Books. Et donc avec lui, on n'a jamais arrêté de travailler d'ailleurs, on travaille encore jusqu'aujourd'hui. J'ai reçu encore des choses aujourd'hui. Mais donc voilà, donc c'est des artistes qui, encore une fois, connaissent le contexte, savent nos capacités de production et de mettre en œuvre ces ouvrages particuliers. Et ces conversations, comme le précisait Mélanie, sont parfois très très longues. Parce qu'il faut qu'on mette tout au point. C'est un peu comme on veut voir apparaître quelque chose qui n'existe pas. Donc c'est une nouvelle montagne à chaque fois à gravir avec des nouveaux enjeux. Et qu'est-ce qui vous inspire ? Comment est-ce que vous faites pour avoir toutes ces idées
décloisonner le livre en fait. Est-ce qu'il y a des lieux qui vous inspirent? Est-ce que il y a d'autres arts qui vous inspirent? Non, mais il y a des éditeurs évidemment qui ont été très importants pour nous, disons dans l'histoire de l'édition. On peut penser à 2 éditeurs. Un, c'est Thériade, c'est l'éditeur de jazz de Matisse par exemple, qui a travaillé avec beaucoup d'autres artistes, Picasso et autres. Et puis Ilyas Danevich, le géorgien. D'ailleurs, il y a une exposition en ce moment au pavillon géorgien à la Biennale de Venise en ce moment. Il y a une personne qui s'appelle Julien Marchand qui a fait une très belle exposition sur un livre d'Ilyas qui s'appelle Maximiliana, qui est illustré par Max Ernst. Donc ça, ce sont vraiment des ouvrages tout à fait particuliers qui ont leur place dans l'histoire de l'art et qui nous intéressent. Et donc ça, c'est quelque chose. Qui nous ont influencés et on a pensé à faire des choses plus contemporaine avec les techniques d'aujourd'hui. Oui, c'est vrai, on mélange le digital, on peut utiliser l'impression digitale mêlée à l'impression typographique. On n'a pas de Mais ce qui peut nous influencer parfois, c'est, je me souviens, pendant la pandémie, on a eu la chance d'aller voir l'exposition de Matisse, avec à l'époque le directeur du Centre Pompidou, Bernard Blisten, qui nous l'a fait visiter 100 personnes. Et je me souviens avoir vu cette vidéo de Matisse faisant ses découpages pour préparer ses pochoirs, ce qui nous a donné l'idée de demander à l'artiste Elvire Bonduel de faire un livre avec des pochoirs. Et pendant la pandémie, la deuxième confinement, comme elle était à Paris, on lui a demandé de venir réaliser ça ici. Et c'est l'un des premiers livres qui a été entièrement fait dans notre atelier, à la main, avec l'artiste. Et impression à la main, donc on a fait des pochoirs suivant le procédé Jacomet, qui était le procédé qu'avait utilisé Matisse à l'époque, avec cet imprimeur qui avait fait ça avec lui, utilisant les gouaches. Il avait toujours refusé de faire un livre avec ses papiers découpés, et comme Jacomet a utilisé les gouaches en question, qui sont les gouaches qui sont véritablement sont servis de pochoir pour imprimer le livre, qui sont les mêmes gouaches que lui utilisait pour faire ses œuvres. Donc il a dit oui, je vais le faire. Donc voilà, il faut que donc on a adapté cette technique-là et ensuite mêlé à l'impression digitale. Mais encore, pour Elvire Bonduel. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on va à chaque fois essayer de trouver des références à nous qui nous intéressent en termes d'impression ou d'idées, de choses qu'on va ensuite proposer à l'artiste, et l'artiste va le refuser puis proposer autre chose. Ou bien c'est l'artiste qui vient vers nous avec une idée complètement folle, donc un vrai challenge technique pour nous. Je pense à Taba Orbach ou même Seth Price, qui sont des projets que nous avons réalisés, qui nous ont mis beaucoup de temps, parce que techniquement, ils nous ont lancé l'idée, ils nous ont dit de faire les recherches derrière, et après, il fallait qu'on arrive avec l'objet visuel pour eux qu'ils avaient conceptualisé. Voilà. Donc ça peut être ça peut venir de nous, mais ça peut aussi venir des artistes. Oui, alors là on vient de se faire livrer, on est du Sri Lanka, où on est en train de développer ce projet avec Cyprien Gaillard, qui est cet artiste français qui vit à Berlin. Et en 2011, il se balade dans les rues de Kandy au Sri Lanka, il arrache un bout d'affiche qui est une affiche, un poster sur un mur, et le papier lui plaît, il rentre dans le premier print shop, il dit « J'ai mon ordinateur, on va faire un livre ». Donc il fait ce livre à quelques exemplaires qu'il distribue à ses quelques amis, et puis beaucoup plus tard en 2019, il vient vers nous ici, et il dit, d'ailleurs Cyprien était en classe avec toi, je me rappelle, tu l'as pas noté ça tout à l'heure, à Ville d'Avray, c'est ça? À Vaucresson, voilà. Et donc, il nous dit, j'aimerais faire ce livre. J'aimerais le refaire. Mais on va faire, au lieu de faire 350 pages comme ce premier ouvrage, on va faire 1000 pages, 3 volumes. Et je voudrais qu'on retrouve le papier, qu'on retrouve l'impression. Donc, pour nous, ça a été une vraie enquête. Parce qu'il n'avait aucune idée de comment ça avait été imprimé, le grammage du papier, etc. Donc, nous sommes renseignés. On a décrypter le livre qu'il nous avait laissé. Déjà indiquer quelle était la spécificité du livre, ce livre était imprimé sur une photocopieuse au Sri Lanka, mais
comme le papier est très très fin, la qualité du papier passant dans la photocopieuse, ça a créé des plis sur l'impression qui est donc très noire, parce que c'est que des photos de nuit, ça s'appelle Night Life, l'ouvrage, et ça a créé des plis et ça a créé donc des parties blanches comme des éclairs qui c'est ce qui lui a plu. C'est cet accident sur la machine qui lui a plu. Donc, il nous a dit, j'aimerais beaucoup pouvoir refaire ça. Donc, nous, on a dû déjà retrouver tout le papier. On avait un exemplaire. À partir de là, on a demandé à notre réseau d'imprimeurs en Europe. On a tout retrouvé. Maintenant, il s'agissait de pouvoir imprimer avec cette machine qu'il fallait que nous retrouvions quelque part. On en a retrouvé dans certains pays européens qui nous ont tous refusé d'imprimer le livre parce que ça allait abîmer leur machine. Donc Cyprien était très triste et il nous a dit « Ah mais ce serait bien finalement de retourner au Sri Lanka pour le faire ». Donc là, Maddalena s'est mise sur Google Maps et a recherché tous les petits print shops de Kandy, qui est la deuxième ville du Sri Lanka, après la capitale Colombo. Et elle a écrit à 40 petits print shops sur WhatsApp pour demander s'il y avait cette machine, si on pouvait imprimer un livre en noir et blanc. Sans savoir quelle était la machine. Voilà. Donc ça, c'est un case study, disons. Voilà une montagne qu'on gravit. Ça, c'en est un, mais il y en a comme ça 40 depuis qu'on a fait tous ces ouvrages. Voilà. Et ça, ce livre de Cyprien Gaillard, Night Life, on l'a démarré en 2019. C'est une édition de 100 exemplaires qu'on a eu la chance de pouvoir présenter à la New York Art Book Fair, la foire du livre en septembre 2019. Et en février 2020, la pandémie mondiale est arrivée. Donc, on n'avait pas terminé d'imprimer tous les exemplaires du livre. Donc, l'impression s'est arrêtée. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Nous sommes le 22 avril. Nous venons de recevoir quelques exemplaires. Ce n'est pas encore terminé parce que c'est très, très long. Et le procédé, entre-temps, il y a eu plein de problèmes au Sri Lanka, des manifestations, des problèmes de livraison de tonnerre qui venaient de la Chine. Bref, aujourd'hui, le problème est que la machine s'arrête en permanence à cause de ce pli qui est créé dans les livres. Donc, ils utilisent plusieurs machines qu'ils démontent, qu'ils remontent. À chaque fois, c'est tout un cauchemar. Mais en même temps, mais c'est un très très beau projet. C'est la qualité du projet qui est en jeu. C'est ça qui nous intéresse. Donc, c'est toujours pas imprimé, toujours pas fini d'être imprimé. Ça, disons que c'est un de nos projets les plus compliqués dans sa réalisation. Alors, donc, Maddalena est allée jusque là-bas pour vérifier le premier tirage, a été accueillie par les imprimeurs qui étaient absolument charmants et elle a vu évidemment que le standard sri-lankais n'était pas exactement le nôtre en termes de délai. Et même s'ils sont tout à fait charmants et coopératifs, c'était pas la même chose. Donc on s'est adapté. Et puis au fond, un livre est là pour rester. C'est pas une chose qui se consomme et qui se met de côté. Donc, je dois dire aussi que pour nos ouvrages, qui est assez intéressant, c'est que c'est un peu comme du bon vin. Ça ne prend que de la valeur au fur et à mesure quand on les garde, comme ça, petit à petit. Et le prix de vente, il est le même aussi pour tous les livres que vous faites avec... Non, parce que là, ça dépend. On fait un... C'est quoi la fourchette? On fait un calcul. La fourchette, c'est entre 500 à 60 000 euros. Ouais, donc la fourchette est large. On est... Three Star Books, c'est une petite équipe. Et c'est une petite maison d'édition avec de grands projets. Il y a Maddalena Quarta, Christophe Boutin et moi-même. Et chaque projet, on est très attentif au financement de chacun de ces projets qui prennent du temps et qui ont un certain budget pour la réalisation de ces projets. Donc ensuite, les prix sont accordé au budget, au moment de l'artiste, la valeur de l'artiste, plein de choses. Puis alors, on a toujours un prix de départ qui est raisonnable par rapport à nos calculs. Évidemment, plus les livres s'épuisent, moins il en reste, plus le prix monte. Ça, c'est comme une œuvre d'art, exactement. Voilà. Enfin, mais ce sont des œuvres. Hein. Oui, non, mais je veux dire, c'est le même mécanisme. C'est le même mécanisme. Là, je parle plutôt de... Absolument. Et alors ça, c'est une question qui est très simple, mais qui est complexe. C'est qu'est-ce qui est pour vous un bon livre d'artiste? On ne publiera pas quelque chose dont on n'est pas, nous, parfaitement convaincus, ainsi que l'artiste. D'abord l'artiste et nous en même temps. C'est d'une manière totalement synchronisée. Donc, il n'y a pas de bon ou de mauvais. Soit c'est là, soit c'est pas là. Il n'y en a pas, sinon... C'est tout. Bon, faire un livre, d'abord,
l'artiste, on a une devise ici, on va en faire un t-shirt prochainement. The artist is everything. C'est-à-dire, c'est l'artiste qui est vraiment le maître d'œuvre de tous les ouvrages qu'on fait ici. Et nous sommes là pour l'accompagner, pour l'aider. Mais on considère aussi que on n'est pas complètement dingue. C'est-à-dire qu'il faut que nous soyons convaincus, parce qu'on devient un peu les missionnaires aussi de tous ces ouvrages qu'on va trimballer à droite et à gauche pour les présenter aux gens que nous apprécions, avec qui nous aimons avoir des conversations. Je pense à tous les curateurs, aux musées et aux bibliophiles avisés que nous rencontrons au fur et à mesure de nos voyages. Les ventes se font plutôt sur votre site internet ou alors en foire, ou alors, parce que je pense que c'est des livres qu'il faut accompagner. Je pense que c'est pas des livres c'est des livres oui, il y a d'œuvres d'art. C'est-à-dire que oui, on fait des foires et c'est sûr que les ventes se font beaucoup mieux quand nous présentons le livre et quand nous racontons la production de ce livre, parce qu'il y a des anecdotes, il y a du storytelling en fait. Et sans le storytelling, c'est plus compliqué. Comme ce sont des œuvres, si je peux me permettre d'interrompre, que ce sont des œuvres, si on ne connaît pas le travail de l'artiste. Alors, il y a deux types d'artistes. Il y a des artistes très fameux dont on connaît le travail. Je pense à John Baldessari, par exemple. Et les gens viennent à nous, connaissent bien son travail et comprennent exactement comment ce livre se place au sein du travail de l'artiste. Mais d'autres artistes comme Alessandro Cicoria, avec qui on fait le premier ouvrage là maintenant, qui n'a pas de visibilité, enfin toute petite visibilité qui circule mais qui démarre, et nous devons tout expliquer. Et donc on explique pourquoi ce livre et comment est-ce qu'il s'inscrit au sein de son travail. Voilà, je dirais que ça c'est important, ça. Il y a des galeries aussi qui présentent qui présentent ce que vous faites? Alors souvent ça arrive, oui, absolument. On a des affinités avec beaucoup de galeries qui nous suivent depuis le début, qui sont des galeries aussi avec lesquelles on a publié beaucoup entre One Star Press et Three Star Books, beaucoup d'artistes qui le représentent, donc on se suit. Et souvent, si l'artiste le désire lors d'une de ses expositions, présenter le livre est présent. Voilà. Quels sont les enjeux, quels sont les défis que vous pouvez voir avec 24 ans, enfin une vingtaine d'années dans l'édition? Qu'est-ce qui pour vous dans les années, voilà, on est après la pandémie, quels sont un petit peu les enjeux ou les défis auxquels vous faites face en tant qu'éditeur? Je pourrais dire une chose, c'est qu'il y a très peu d'éditeurs dans le genre de ce que nous faisons, et on aimerait bien qu'il y en ait plus. Mais enfin, il y en a quand même quelques-uns, et donc on les retrouve tous aussi évidemment à la fois au Point of Matter à New York. Ça ferait un plus grand marché peut-être, donc ça serait une chose intéressante. Je sais que c'est plutôt ce qui nous intéresse, et je sais que Mélanie est très bien pour cette attitude, c'est que on préfère beaucoup plus vendre à des institutions parce que le livre devient public d'une certaine manière. Il est quelque part, il n'est pas enfoui que dans une collection quelque part. Et donc ça, pour nous, c'est une victoire à chaque fois. Et aussi pour les artistes, ils sont très contents quand on les fait rentrer dans des institutions dans lesquelles ils n'ont pas eu accès jusque-là. Je pense par exemple même à Erika Baum, qui n'était pas au MoMA et à qui on a vendu son ouvrage là maintenant au print department et non pas à la bibliothèque. Le print in illustrated books, c'est un autre département que la bibliothèque. Donc c'est très intéressant parce qu'il est vu par des tas de gens, et puis il va être monté en exposition évidemment. Mais donc ça c'est une chose, mais les enjeux, nous, on essaie de faire au mieux possible mais on pourrait pas comparer notre activité avec celle d'un autre éditeur. Je dirais que chaque éditeur a sa propre image. Et en ce qui concerne, je pense que plus l'Internet devient présent autour de nous, je crois que c'est inéluctable, plus ce type d'ouvrage devient important. Parce que précisément, il y a là un contact direct entre le spectateur, le lecteur, celui qui va toucher cet ouvrage ou le regarder, et par rapport à l'internet, où on ne voit que des photographies. Donc je crois que, puis comme la circulation, il faut aller vers les gens, montrer les choses, les exposer. Ça, oui. Mais plus qu'un défi, je pense que notre particularité, c'est d'avoir cette spécialité, d'être niche, ce qui fait que
on évolue dans le monde de l'art, mais par rapport à une galerie ou par rapport à un marché, on est moins touché. Quand il y a eu en 2008 l'escalade du monde de l'art, on n'est pas, comme on est si spécialisé, on va rester un peu protégé. Maintenant, notre défi, c'est de continuer à nous amuser, à faire des beaux livres avec les artistes et à collaborer avec eux. C'est ça qui, je pense, nous continue à nous motiver et pour finir à pouvoir les présenter autour de nous. Voilà. Vous faites combien de foires par an à peu près? On a parlé de Printed Matter qui est New York au mois d'avril. Voilà. Alors, nous avons été quand nous avons démarré de 3-Star Books en 2007, nous avons participé pendant 5 ans à la foire de Bâle, la foire d'art de Bâle en Suisse. Et ça, nous l'avons fait pendant 5 ans, ce qui nous a apporté énormément de choses. Ça nous a développé un énorme réseau, mais c'était un grand défi pour nous parce que on avait l'impression de travailler uniquement pour la foire puisque il fallait se réappliquer à chaque fois qu'on sortait de la foire. Donc, en fait, il fallait proposer toujours des nouveaux projets. Donc, en très peu de temps, il fallait travailler beaucoup avec les artistes, alors que nous, notre devise, c'est aucun deadline. Et avec les artistes, c'est vraiment quand ils peuvent et quand ils veulent et à leur rythme et aussi au nôtre. Donc, du coup, on a arrêté de faire la foire de Bâle aussi parce que c'est un certain coût. Et on a décidé de plutôt privilégier des voyages ou des rencontres ces dernières années. Là, on fait la foire de New York. On a fait la foire Paris International qui nous accueille maintenant depuis, c'était la 4e année, il me semble, en octobre dernier. Et on est très heureux d'être à Paris aussi, parce que même si on est basé à Paris, peu de gens savent que nous sommes parisiens, français. Voilà, donc Paris International nous a beaucoup aidé avec ça. Et après, il y aura aussi la Los Angeles Art Book Fair, qui est aussi organisée par Printed Matter, qui aura lieu à l'automne prochain. Voilà, donc c'est vrai que les foires, c'est un lieu aussi où on est particulier. Il y a très peu. Il y a une section édition à la foire de Bâle, qui je pense, a été supprimée d'ailleurs, puisque maintenant tous les éditeurs sont mélangés avec. Mais donc très peu de gens font ce qu'on fait. En général, les gens font plutôt des multiples, des choses qui viennent sur les murs, hein, et pas des livres. Nous, on continue à faire des livres parce que c'est ce qui nous intéresse. Donc voilà, c'est tout. En même temps, il y a parfois quelques projets qui naissent à droite et à gauche, avec le désir d'un marchand qui a envie de faire un ouvrage. Je pense à Miguel Abreu, avec qui on a fait un livre. On l'a aidé à faire un livre avec un artiste qu'il développait, Ray Agdogan, qui est un très bel ouvrage qu'on a très bien réussi, on est très content, mais on l'a pas inclus dans notre collection parce que c'était pas notre initiative. Il nous a simplement demandé de faire un projet pour lui. Il est basé à New York, Miguel est basé à New York, et un très beau programme. Et donc il a des velléités aussi parfois de faire ce genre de choses. Mais si on veut faire tourner une structure avec des gens qui travaillent, le livre, c'est pas vraiment le lieu pour ça. Hein, le livre, c'est vraiment donc il faut vraiment trouver une économie très 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 précise et particulière pour pouvoir tenir le choc dans un monde pareil. C'est pour ça qu'encore une fois, comme le disait Mélanie, on a arrêté de faire la foire de Bâle, c'était trop cher en tout cas pour nous. Du coup, ma dernière question découle de ce que tu dis là et de ce que vous nous avez dit aussi tout au long de cet entretien. C'est quels seraient les conseils que vous pourrez avoir pour des éditeurs. Et ma deuxième question, mais qui est du coup un peu en miroir, c'est quels seront aussi les conseils que vous pouvez avoir pour des personnes, pour des artistes, pour des photographes, pour des personnes qui souhaitent travailler avec des éditeurs. Quelle serait un petit peu la bonne approche? Donc, une question en 2 parties, des conseils pour les futurs éditeurs et des conseils pour des artistes qui souhaitent travailler avec des éditeurs comme vous, enfin en tout cas... Je vais répondre à la deuxième si tu veux. Donc, j'ai pas vraiment de conseils pour devenir des éditeurs. Un bon comptable et des gens sympathiques avec lesquels travailler, mais
j'ai pas fait d'école pour monter une maison d'édition. J'ai étudié l'histoire de l'art et le cinéma. Christophe non plus, Madalena non plus. Elle a étudié l'architecture. Je pense que faut avoir des épaules carrées. Enfin, il faut être carré et organisé pour pouvoir tenir. C'est sûr qu'il y a des hauts et des bas. On évolue dans un milieu qui est quand même très spécialisé. Il faut pas arrêter d'aller chercher les clients et de surtout faire parler de ce qu'on produit avec les artistes. On est un peu comme des missionnaires. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne les artistes, et c'est un conseil que je pourrais donner aux artistes, s'ils ne trouvent pas de maison d'édition qui veut les éditer, je leur recommande de s'éditer eux-mêmes. Tous les grands photographes, artistes utilisant la photographie tels Ed Ruscha, par exemple, que tout le monde connaît, tous ses livres ont été publiés par lui-même. Et voilà, donc ça, c'est un premier conseil. Maintenant, on fait très attention à notre programme parce que précisément, il faut que ce soit économiquement viable aussi, chacun de nos projets. Donc, c'est important pour nous. Donc, maintenant, on peut pas publier tout le monde, mais voilà. Donc voilà, je pense que le self-publish, c'est pas une mauvaise chose quand on en a besoin. Oui, effectivement, et puis ça permet aussi d'avoir quelque chose à montrer. Si c'est urgent pour cet individu, photographe, artiste ou qui veut de faire quelque chose qui prenne la forme d'un livre ou qui soit imprimé sur papier, comme on parlait de lui tout à l'heure, Laurence Wiener, qui n'a jamais fait un catalogue de sa vie, sauf un seulement, et il n'était pas responsable. Je pense pas que ça lui ait beaucoup plu. C'était le catalogue de sa première rétrospective il y a pas très longtemps, et malheureusement il est décédé maintenant. Mais pour lui, c'était chaque fois qu'il faisait une exposition, soit dans une très petite galerie ou dans une très grosse galerie ou une autre institution, il faisait un livre d'artiste, une affiche, un objet imprimé, le carton d'invitation. Pour lui, c'était comme une extension de son travail plastique. Et donc, ça, c'est un conseil aussi. Je dirais aux artistes, faites des choses qui vous ressemblent et ne vous laissez pas faire par l'objet imprimé. Parfait. On va terminer sur cette phrase. Merci beaucoup Christophe et Mélanie pour cet échange. J'invite à toutes les personnes qui écoutent ce podcast à aller sur votre site. Je trouve qu'il est très clair et comme ce que vous disiez, on peut dérouler toutes les pages. En tout cas, on peut observer aussi les PDF des ouvrages sur lesquels vous travaillez. Ça c'est pour One Star Press. Pour One Star Press. En ce qui concerne Freestyle Books, il y a aussi toute une belle vidéothèque qui est une video library sur notre site de Three Star Books et qui est pas mal faite et on voit beaucoup de nos projets. Bon, la plupart des films sont réalisés par Théophile Boutin. Parfait. Et je vous invite à consulter ces sites qui sont très bien faits. Merci à vous. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté Les Voix de la photo. En note de cet épisode, vous pouvez retrouver un lien d'inscription pour recevoir la newsletter des Voix de la photo. Tous les 15 jours, vous recevrez le résumé du dernier épisode, des contenus exclusifs, mes recommandations de lecture, d'exposition ou de conférences, et même parfois des cadeaux. Aussi, pour m'aider à faire connaître le podcast à plus de monde, je vous invite à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Si vous voulez me faire part de vos remarques, m'indiquer des personnes que vous souhaitez entendre ou en savoir plus, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, LinkedIn et Facebook. À très bientôt!